Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première 2024-2025 de Sport Express. Salut François. Alex, c'est beau chez vous? Ça n'a pas de bon sens. Écoute. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est ça que j'ai dit, plus que ça va aller, parce que là, on est en work in progress. Ouais. Vous voyez des trucs dans le décor, ça va être à 90 comme ça. Mais à un moment donné, vous allez écouter une entrevue et vous allez dire « Ah, ils ont rajouté ça. Ouais. Ah, ils ont rajouté ça. » Et oui, on va être comme dans mon manscape. Tu sais, j'ai un manscape Absolument. à la maison. Pas trop certain que je vais amener des artefacts ici. Hey, tu sais sur quoi je suis en train de négocier en ce moment? La balle des Mets de New York, 1969. Ils ont gagné la Série mondiale en 69. Alors, je suis en train de négocier la balle de signer par tout le monde. Oh boy. 1969. Curieux de savoir le prix. Pas obligé. Sinon, écoutez, la semaine prochaine, Oui. déjà cette semaine, on part fort avec Aurélie et JP. On va y revenir Oui. tantôt. Mais les gens le savent maintenant. Stéphane s'est ouvert. Salutations à Stéphane Goyette. On va le recevoir la semaine prochaine, Trep, mais on voulait quand même le saluer. Absolument. Salutations à Stéphane et son fils Mathis et Ouais. sa maman. On a appris que son fils combattait un cancer, Alex, du côté du cerveau. Et Stéphane a vraiment fait une sortie. Il y a eu un GoFundMe. Moi, ça m'a... C'était ça m'a- très écoute, émouvant c'est venu me chercher, de ouais. le voir comme ça, de voir son fils comme ça. Fait qu'on va recevoir Stéphane la semaine prochaine, vraiment pour en parler, sensibiliser également. Écoute, il est pas vieux. 18? Le bonhomme, dans ces eaux-là, Ouais. il est costaud comme son papa. Mais c'est là qu'on voit que ça peut arriver n'importe quand. Non, vraiment. Puis, Steph, de venir s'ouvrir avec nous la Ouais. semaine prochaine, Ouais. c'est pour nous extraordinaire. Donc, on voulait te saluer, Steph, Ouais. mais on se parle sans faute la Toi, semaine t'avais une prochaine. petite montée de lait à faire, je pense. hein? Ouais, écoute. Ouais. Nomme-moi des bons athlètes dans la région. Aurélie Rivard, qu'on va recevoir tantôt. Mais là, je te parle actif. On oublie Claude Raymond. Tu as Éric Gilina qui joue au hockey en Europe. Lisanne Richard. Tu as Lisanne Richard également. Ouais, t'as Étienne Papineau, t'as Joey Savoie, t'en as plusieurs. Ouais. Ouais. Eux autres sont reconnus, right? Absolument. Gabrielle Santerre. Écoute, j'ai lu La ça fille, passer. c'est la meilleure joueuse universitaire. La fille, c'est une fille de Saint-Jean. C'est une fille de la région. Ouais. A joué pour PML. A joué pour les remparts du Richelieu. Et là, tu viens me chercher quand tu parles des remparts ouais. du Richelieu. La fille a eu une carrière collégiale extraordinaire. À Bishop, hein? Oui, mais là, en fait, elle est à Bishop, à Ouais. l'université. L'université Bishop. Des bonnes notes à l'école, sympathique fois 1000, un talent extraordinaire. Un modèle pour les jeunes. Un modèle pour les jeunes. Tu dis, toi, Ouais. quand Gabrielle Santerre est à l'aréna, là, une petite fille qui va aller la voir, ou même un petit gars, là, va prendre le temps de lui parler. Ça, c'est une chose. Ah, mais elle n'aurait pas les stats si elle jouait dans la NCAA aux États-Unis. Pardon? Avez-vous déjà mis les pieds dans un aréna universitaire québécois, canadien? La réponse, c'est non, visiblement. Puis je sais que Caroline Ouellette a probablement dû pousser. La fille est adjointe à Team Canada. Ils ne sont même pas déplacés. Venez la regarder jouer, François. Une fois, hein? Do I have to talk in English in here? Sérieusement, là, c'est pathétique, votre histoire. Puis on osait dire en plus qu'ils n'ont pas déplacé personne pour venir la voir jouer. Vous voulez avoir de jeunes modèles? Ça, là, c'est quasiment du racisme, Jeff. Honnêtement, là, c'est ridicule. Voilà. C'est dit. Quelle bonne chose, cette soirée. Écoute, Aurélie Rivard et sa maman, Nadine Galipo, sont avec nous en première partie. Aurélie et ses médailles, bien sûr. Et en deuxième partie, la tradition se poursuit avec notre Ouais. chum JP Bégin, coach des Géants. On parle de football. Dans notre tout nouveau studio, bienvenue à Sport Express. François, pour débuter cette première de Sport Express, et là, on s'excuse, c'est la première interview. C'est pas notre première à vie, parce que vous voyez sur le logo, on est là quand même depuis 2008, Ouais. mais c'est la première dans ce décor. Oui. Alors, on voulait quand même être avec des gens familiers, des gens qu'on reçoit régulièrement. Comme ça, si on fait une fausse note, ben, elle va pouvoir être plus indulgente avec nous. Ouais. Fraîchement débarqué de l'avion des Paralympiques de Paris, mon cher, triple médaillé cette année. Aurélie Rivard est avec nous. Salut. Salut. Et sa maman, Nadine également, non pas médaillée, mais fraîchement retraitée. Ça vaut des félicitations également. Ça, je me dis. Félicitations également à ton conjoint. 30 ans de mariage aujourd'hui, Oui. Nadine. Oui. Là, tu viens d'ouvrir une canne de fer. T'as dit félicitations à ton conjoint.
Ton mari. Mais Ouais. félicitations à toi Ton aussi. mari, Non, mais elle Ouais. aussi. Je prends pas 30 les ans. Bien choses sûr. personnelles. Je l'avais déjà félicité. Ah, OK, Ouais, c'est c'est correct. ça. Aurélie, tu es revenue lundi dernier. Ça a été toute une aventure. D'abord, parle-moi juste de l'ambiance, parce que on le sait, on ne reviendra pas sur la COVID, les derniers Paralympiques et Olympiques et tout ça, dans lequel c'était choisi sur le tas, les gens qui avaient le droit d'aller à la piscine. Mais là, si tu regardais les Olympiques et les Paralympiques, c'était plein dans les deux cas. Ça devait être assez extraordinaire. Ah mon Dieu, oui. Puis c'est surtout à cause de Tokyo parce que c'était tellement froid. On dirait qu'en arrivant à Paris, les gens étaient encore plus enclins à comment profiter. On voulait être dans le moment présent. On voulait vraiment comme partager le moment avec les gens dans la foule. Puis, comme tu dis, les sessions étaient sold out à tous les soirs. Et c'est un côté que j'ai sous-estimé des Français, à quel point ils sont impliqués émotivement, étaient présents, étaient bruyants. Puis c'est vraiment comme une grosse célébration à tous les soirs et ça faisait tellement du bien pour nous sur la piscine où c'était un petit peu plus lourd, là, un petit peu plus stressant. Ça va apporter un bel équilibre. Là. C'était vraiment une belle expérience. Nadine, tu l'as vécu toi aussi des estrades. C'était pas ton premier barbecue, comme dirait l'expression. T'en as vu d'autres. Aurélie mentionne que de la piscine, vraiment, on sentait là, l'engouement puis la frénésie. Est-ce que c'était la même chose dans les estrades? Ah, ben oui, t'en as bien vu sûr. beaucoup. Est-ce que c'était vraiment différent d'ailleurs? C'était vraiment différent d'ailleurs. J'ai des souvenirs au Brésil que quand c'était les athlètes locaux, le Ouais. plafond levait. C'était la même chose là. OK. Non, et puis il y avait des partisans très intenses. Puis des fois, ils étaient très proches de moi. Et très bruyant. Oui, parce qu'on Mais va oui. revenir en arrière. Les parents, raconte-nous un peu l'histoire des billets. Les parents, vous n'aviez pas des billets déjà prédestinés. Donc, toi, ça a été pas compliqué, mais ta famille a comme eu plus de facilité à trouver des billets que toi, là. Bien, en fait, c'est que habituellement, les parents des athlètes ont 2 billets par épreuve par athlète, évidemment. Ouais. Donc, on s'est un peu fié là-dessus. Mais en même temps, on trouvait que c'était long, en tout cas, avant qu'on ait des informations. Alors que nos familles, ma famille, celle de mon mari, se sont levées dans la nuit pour être sûrs d'avoir les billets rapidement. Puis de ne pas manquer leur coup parce que, parenthèse, à Tokyo, j'en avais commandé beaucoup, puis je me suis fait dire que je les aurais pas tous. Ouais. Et puis, finalement, bien, il fallait qu'on les achète nous-mêmes. On avait un montant d'argent compensatoire, fait qu'on était tous les 2 tout seuls, puis les 20 autres étaient ensemble, en tout cas par groupe. Mais c'était correct, elle avait des appuis tout le tour. Parlez-nous un peu de la délégation de Rivard et Extension qui était là. On parle qu'aller à Paris, tu sais, c'est aller visiter nos cousins. Alors, c'est peut-être plus intéressant de prendre des vacances pour aller à Paris. Étiez-vous une grande délégation? On était, quand tout le monde était là en même temps, on était 22. OK, quand même. Oui, Je pense famille que des deux beaucoup côtés. de amis. gens ont regretté, tu sais, ont vu... n'étaient pas sûrs d'aller à Tokyo. Puis quand Exactement. ça a été annulé, finalement, je pense que les gens ont dit « Oh mon Dieu, si j'ai une chance d'aller au jeu, finalement, ça va être là. » Donc, ça l'a Ouais. poussé. Tu sais, ça a été comme le coup de pied là, qui manquait pour aller à Paris. Puis c'est sûr que c'est une destination un petit peu plus accessible. Fait que, ouais, il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'ils se sont fait un beau voyage aussi. Là. Ah oui, on a eu bien du fun. Ces 3 médailles-là, c'est quand même l'aboutissement de 4 ans de travail, parce qu'on en parlait hors d'onde. Moi, je disais, hey, c'est Hollywood dans 4 ans. Tu disais, hey, ta minute volée. Là. Wow! Ça, c'est la première réaction que tu as eue, et avec raison d'ailleurs. Si on revient après Tokyo, on était en pleine pandémie. Ça a été des jeux extrêmement difficiles mentalement. Tu t'es remis dans le bain combien de temps après? Comment ça a été ce 4 ans-là qui ont amené à ces 3 médailles? Mais premièrement, c'était 3 ans Ouais. qui a fait C'est vrai, une t'as bonne raison. différence. Ouais. Autant que le cycle de 5 ans avant les Jeux au Japon était interminable, autant que celui de 3 a passé en 1 seconde. Puis on a dû s'adapter un peu. Tu sais, d'habitude, dans ces 4 années-là, on a une année de buffer, tu sais, un petit peu plus relax. Là, on est parti direct championnat du monde, tu sais. Donc, ça a été vraiment tourner la page le plus rapidement possible et se concentrer sur ce que je voulais pour Paris, quels étaient mes objectifs. Moi, je peux pas juste nager pour nager. C'est trop exigeant, physiquement et mentalement. Et ça me prenait un objectif et donc une motivation. Puis, c'est un peu ça qui s'est passé. Tout est arrivé très rapidement. On parlait encore de Tokyo, puis on était à une année et demie des qualifications. Ça a passé vraiment vite. Mais justement, j'étais aussi très motivée à ne pas revivre ce que j'ai vécu à Tokyo. Ouais.
c'était pas la meilleure expérience au niveau personnel, au niveau, tu sais, oui, les performances étaient là, mais c'était pas la même. Tu sais, il y avait quelque chose qui manquait vraiment, là. Donc, je voulais vraiment être capable de mieux profiter de ces jeux-là. Puis pour ça, ça prenait un énorme travail sur moi-même, mais aussi, tu sais, beaucoup d'entraînement et tout, donc... Quels étaient tes objectifs, justement? Ça fait longtemps que je te connais, ça fait longtemps que tu viens ici, on t'a connu tout petite, on était dans les premiers à te recevoir. Puis je me rappelle que lors de tes premiers jeux, tu avais tout gagné, puis tu étais venu ici, puis tu avais dit « Je suis contente, mais j'aurais pu faire mieux. » Je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc, c'est normal, un athlète de haut niveau veut toujours mieux performer, mais quand on gagne la plus haute marche du podium, parfois, bien, écoute, on a raflé l'or, donc on est content. Mais toi, des fois, tu étais contente, mais j'aurais pu faire mieux. Oui. C'était quoi tes objectifs cette année, Aurélie? Mais tu vois, arrêter de penser comme ça était un objectif. On m'a fait remarquer que je cherchais beaucoup la perfection et que c'était impossible. Mais puis j'ai vraiment travaillé à let go un peu, là, me détacher des résultats. Laisser aller. Laisser aller, exactement. Donc, mon objectif primaire, c'était d'être capable d'être dans le moment présent puis de voir le positif dans tout ce qui se passait. Ce qui était vraiment un défi, de ne pas être obsédé par la performance, d'être capable d'être un petit peu plus saine d'esprit et sereine avec ce qui allait se passer parce qu'il n'y a rien qu'on peut moins contrôler que des médailles. Je ne peux pas contrôler les performances de mes adversaires. Fait que, autant que c'était ça, moi, je trouve que ça prenait beaucoup de place dans mes objectifs, autant que bien, je voulais aller faire le mieux de moi-même, je voulais aller défendre le plus de mes titres possible. Je savais que ça allait être difficile, mais de remonter sur le podium puis de nager le plus vite possible, je veux dire, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Là. Fait que c'est un peu les deux. Là. C'est un défi autant personnel que professionnel, un peu. Je vais ramasser la balle au bon là-dessus avec toi, Nadine, quand tu es parent d'athlète, mais ça, c'est une chose, mais d'être parent d'athlète olympique, c'en est une autre. Là, on s'entend, on n'est pas dans la même sphère. Et j'ai entendu l'entrevue avec Aurélie, là-bas, justement, à Radio-Canada, qui disait... Elle était contente, puis c'était pas ta médaille d'or en passant, puis elle a dit... Je peux pas contrôler le temps de mes adversaires. Là, j'ai fait, oh, il y a 8 ans, j'aurais pas entendu ça d'Aurélie. Non. Elle a fait du chemin quand même, maman, non? Oui, bien oui, j'espère. Et comment on gère ça comme parent d'athlète? Parce que des fois, tu es fier de sa performance et elle revient à la maison en pleurant. Là, tu te dis, mais je comprends pas. Puis des fois, on peut pas le juger. Je connais pas votre background, mais je sais que vous avez pas 13 médailles olympiques non plus. Donc, on l'a pas vécu. J'en ai juste 10. Ah, voilà, c'est ça, exact. Mais tu sais, on l'a pas vécu non plus. Donc, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Quelle question! Quelle question! Et je sais que vous vous regardez, je sens la complicité. On Ça a pas du toujours- temps, Nadine, Non, vas-y. mais ça a pas toujours- Je sais que derrière ces 13 médailles-là, il y a un gros travail pour Aurélie, mais il y en a un très gros de la famille aussi. Oui. Bien, nous, notre plus gros travail, c'est de l'accueillir dans ses états d'âme. Et quand elle n'est pas contente, de toute façon, je le sais avant qu'elle me le dise, parce que je connais un peu ses objectifs, je connais sa personnalité. Donc, comment on fait? On est là, on écoute, on essaie de suggérer quand c'est demandé, mais en même temps, c'est pas nous qui faisons le travail, mais on est toujours là quand on a un appel au bout du fil qui est parfois joyeux, mais parfois non. Et ça, c'est le bout difficile, mais on jase beaucoup. Hein? Parce que, tu sais, veux pas, souvent, je sais pas, on prend un exemple, ma blonde est malade, je lui dis, je vais m'occuper de toi, mais je suis pas infirmier. T'es pas psychologue, t'es pas... Pas tu sais, psychologue. C'est connais ma difficile, fille. tu sais, vous avez les ressources, les Ouais. psychologues sportifs. Est-ce que, Aurélie, ça a été plus facile pour toi dans les dernières années de dire, bon, ben, je vais consulter un psychologue sportif, on va jaser avec lui, quand peut-être avant, tu te serais dit, bon, non, je suis correct. Est-ce que maintenant, c'est... Tu sais, souvent, on parle que c'est un tabou de consulter. Je pense que tu es bien placé pour nous en parler maintenant. Ben oui, puis c'est exactement comme ça que je pensais aussi. Tu sais, on va pas se cacher que dans le milieu du sport, il y a encore une culture des années 80, là, très... on est fort, on est des athlètes invincibles, on continue, même si ça fait mal, on n'arrête pas, mais c'est parce que c'est pas nécessairement ça, la réalité. Au contraire, ces athlètes-là qu'on voit dans les médias, tu sais, moi, je me faisais souvent parler de Michael Phelps, qui s'entraînait à Noël, puis qui arrêtait jamais, puis qui en voulait tout le temps plus. Et la partie qu'on oublie de mentionner dans les médias, c'est que cette même personne a fait une tentative de suicide, tu sais, parce que c'est trop. Donc, on est de plus en plus dans une conversation où on veut trouver le milieu. Est-ce qu'il y a un juste milieu entre comment en faire le plus tout en essayant d'entraîner aussi sa santé mentale et de la préserver?
je pense qu'avec les années, puis c'est ça qu'on réalise, c'est l'importance de la santé mentale dans l'entraînement. Puis oui, moi, honnêtement, je voyais ça comme une faiblesse de consulter un psychologue jusqu'à pas si longtemps que ça. Donc, mais là, depuis 2-3 ans, ça fait partie de mon entraînement, ça fait partie de ma routine et ça m'a énormément aidé. Aussi, justement, ça a été une des causes de pourquoi aussi j'étais aussi beaucoup plus sereine par rapport au jeu. Donc, tranquillement, pas vite, on en parle, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore des gens qui doivent arriver en 2024 dans le milieu. C'est encore un milieu un petit peu toxique, mais mon Dieu, moi, je pense que c'est la clé aussi de la longévité des carrières. Donc... Je sais que tu as une question, mais je Non, vais mais continuer vas-y. là-dessus. Non, vas-y. Parce que tu sais, ça fait longtemps que tu es dans le sport, tu es rendu... tu es une pionnière, puis tu es rendu, tu as beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes athlètes maintenant qu'on voit, là, que c'était leur premier jeu cette année, puis que tu sens que peut-être qu'ils ont de la difficulté, puis tu viens de le dire, c'est un tabou des fois de consulter. Est-ce que les athlètes ont le réflexe de peut-être aller vers toi, ou toi, as-tu le réflexe d'aller vers elle pour dire « Hey, écoute, tu as le droit, là, puis ça va te faire du bien? Oui. Les deux. Bien, moi, ce que j'ai à... Tu sais, c'est ça, cette année, c'était une des premières années qu'on avait beaucoup de nouveaux, beaucoup de rookies, beaucoup de jeunes. Ouais. Mais moi, ce que je dis à tout le monde, c'est de s'écouter. Ouais. Tu sais, très, très simplement. Là, tu sais, nous, je pense que c'était un petit peu plus... c'était très tabou là, de confronter, de dire non. Tu sais, on suivait ce que tout le monde fait. On suit un peu... Là, suit la parade. Exactement. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins ça. Donc, de se faire confiance, de s'écouter, de ne pas hésiter. S'il y a quelque chose que tu sais, si tu le sens pas, parle-en. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts aussi. J'ai eu des discussions avec des jeunes que moi, jamais j'aurais été capable de faire à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, j'espère aussi, j'ai hâte de voir aussi dans 10 ans, dans 15 ans, quelles vont être les conséquences positives ou négatives là-dessus. Mais je pense que ça va vraiment jouer un rôle sur le bien-être des personnes derrière les athlètes, parce que, oui, tu sais, les athlètes, je veux dire, on a une carrière qui dure 15 ans, puis je suis retraitée à 30 ans, et il reste 60 ans, tu sais, après, qu'est-ce qu'on fait? Fait autant, je pense que ça va faire une différence sur le bien-être des personnes, puis aussi, je pense vraiment que la quête de l'équilibre là-dedans est la clé du succès pour rester le plus longtemps possible dans le sport. Pour aimer son sport, pour pas frapper un mur à 19 ans, pour pas être drainé émotivement et psychologiquement à 22 ans, ça n'a pas rapport. Donc, mais ça s'en vient. Là. On continue la conversation, puis on essaie vraiment d'en parler, mais les jeunes savent qu'ils peuvent venir vers moi, puis moi, je vais vers eux quand je vois quelque chose aussi. Puis c'est de plus en plus ouvert. Tu sais, puis t'en parles de Michael Phelps qui s'entraînait le 24 décembre, le 25 décembre. Puis moi, des fois, sans comparer ça à des animaux de cirque, mais tu sais, des fois, je vois des promoteurs dans la boxe ou dans le UFC qui font un gros gala le 2 janvier. Et là, ils parlent aux pugilistes, puis « Ah, c'est pas grave, je vais être toute seule chez moi à Noël, mais c'est pas grave, je vais aller... » Et là, je me dis, c'est correct, mais pourquoi mettre ça le 2? Tu sais très bien que le 24, il va être tout seul chez lui, puis c'est quand ils prennent leur retraite que là, ils tombent parce qu'ils ont manqué à côté de moments. C'est des regrets, puis c'est des petits... Ça aussi, c'est un sujet qu'on parle moins, mais la dépression post-carrière, là, je sais que... Là, je pense à Étienne Boulay qui en a parlé, mais c'est extrêmement fréquent. Tu sais, c'est des grosses émotions qu'on vit, c'est des gros highs, des gros downs, puis de soudainement, d'un peu s'asseoir après puis réaliser, bien, j'ai tout fait ça, pourquoi finalement? Tu sais, qu'est-ce qui me reste? Mais donc, il reste ça, mais ça, tu peux pas parler avec lui un samedi après-midi, tes médailles, là, on s'entend, qu'à un moment donné... Non, mais... non, mais en effet, puis c'est... Tu sais, j'ai été aussi à l'écoute de plusieurs athlètes qui ont passé à la retraite, qui me disent des choses, puis je suis comme, mon Dieu, comment on peut éviter ça, ou en tout cas l'apaiser? Mais non, c'est ça, puis... Souvent, on va attaquer, là, je vais parler, c'est une grosse généralité, mais les entraîneurs, les personnes qui sont dans des postes de direction dans le sport vont souvent attaquer l'engagement des athlètes. Si toi, tu veux être avec ta famille le 1er janvier, au lieu de faire ton combat de boxe, pas s'engager. Donc, automatiquement, T'es jugé en partant. T'es jugé et tu veux pas décevoir. Puis là, tu vas en faire plus, tu vas être le meilleur. Puis on est tellement un peu... à l'écoute de ces personnes-là, on a beaucoup de respect aussi. Donc, c'est difficile. Il faut être bienveillant là-dedans, puis c'est difficile. Il faut aller à la pause, mais 30 secondes, maman, rapidement là-dessus. Est-ce qu'il y a des fois dans sa carrière que tu as justement fait ta grand-maman l'été ou quelque chose de « Regarde, Aurélie, je t'aime bien, mais là, aujourd'hui, on a un souper puis je veux que tu sois là. » C'est-tu déjà arrivé, ça?
Bien, pas carré comme ça. Non. Mais je dirais que quand je l'entends parler, tu sais, les entraîneurs, ce qu'ils veulent, je comprends, là, il y a ils sont bons, ils font bien leur travail, mais les patrons et tout ça, ce qu'ils veulent, c'est des résultats, mais moi, c'est ma fille. Fait que c'est sûr que ce côté-là, c'est moi qui le... Qui gère. Ben, pas Qui qui dit, gère. non, mais qui le dit. Ben oui, tu sais, puis qui jase de ça Ouais. avec ma fille. Moi, ce que je veux, c'est le bien de ma fille. Je veux qu'elle performe parce que c'est ça qu'elle veut, mais tu sais, c'est peut-être moi, des fois, qui sonne cette cloche-là au besoin, là, Ouais. tu sais, surtout Mais quand c'est elle était jamais plus arrivé, jeune. par exemple. Elle m'a jamais dit un souper. Ok. Non, Ah, t'es tu sais, je vais obligé. manquer l'entraînement. C'est bien. Non. Je peux pas être là. Je peux pas Je être peux là. pas être là, mais plus jeune, tu sais, j'entrerai pas dans les détails, mais on était beaucoup là, puis tu sais, des choses qui lui étaient demandées, puis que moi, j'étais comme... Ça, c'était je considère que c'est le rôle des parents d'être dans l'entourage. Définitivement. Parce que peut-être qu'il y en a, en tout cas, on a vu ça, qui se déchargent, mais je veux dire, faut toujours garder un œil sur l'enfant, même J'ai l'adulte. 28, là. T'es mon enfant pareil. Toujours, tu le sauras, mais tu sais, ça se manifestait plus au début. Mais c'est sûr que le côté bien-être, je pense que c'est moi qui l'ai à cœur, là. C'était-tu bon? Ah, c'était bon. Puis le pire là-dedans, Autant c'est qu'il reste une autre partie. qu'il en reste un autre 12. On s'arrête et au retour, je veux qu'on poursuive. Mais là, regarde, il y a 3 médailles, je veux qu'on en parle quand même. Je veux qu'on parle de la piscine, je veux qu'on parle de ces Paralympiques qui étaient merveilleux. Puis je trouve que c'était tellement bien organisé également. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Aurélie Rivard et sa maman Nadine. Bougez pas. Ce que j'aime, désolé, je ris encore, là, c'est que nous, on parle hors d'onde et tout ça, puis je dis, tu sais, off the record. Elle dit, non, on peut en parler. Parfait. Bon, ben, let's go. Alors, On non, change mais- les plans un peu. On va parler des médailles après. Mais je disais hors d'onde, Aurélie, que, tu sais, en plus, on parlait de pression et de tout ça, que toi, puis j'aime pas le mot privilégié dans le sens que tu as travaillé fort pour arriver où t'es. Mais par contre, qui moindrement écoute la télé, c'est que tu as Visa, tu as IGA, Gatorade. Gatorade et tout ça. Donc, Et t'es plus, hein, Nadine? t'es privilégié dans le sens que tu es capable de gagner ta vie avec ça. Mais la personne qui est 60e au monde, on parlait de Valérie Tétrault, que les gens étaient elle est juste 100e au monde. Pardon, elle était 100e sur peut-être 3 milliards de personnes qui jouent au tennis dans le monde, on s'entend, puis qui sont pas capables de frapper une balle de pickleball. Ça, c'est une autre histoire, mais tu sais, c'est fou comment on a tant. Tu sais, que c'est tough. C'est tough pour ces athlètes-là. Qui s'entraînent aussi Qui fort s'entraînent que toi. aussi fort que toi, dans le Ah, fond. j'ai énormément d'admiration aussi pour ce monde-là parce que je me pose la question souvent, mais je trouve qu'en général, il y a un manque d'accessibilité. Il y a un manque, en fait, les conditions de travail pour nos athlètes amateurs dans les sports olympiques, paralympiques. En général, je mets paralympique, olympique dans le même bateau parce que Tu travailles aussi fort. ben, c'est la même chose. Puis je veux dire, tu sais, on est payé par brevet. On a exactement le même montant olympique, paralympique, jeune, vieux, n'importe quel sport. Tu sais, c'est des montants qui ont bougé pour la première fois en 2017 depuis les années 70. Il y a un manque. Tu sais, eux autres, il y a vraiment une déconnexion, je trouve, parce que c'est tellement une valeur centrale au Québec, au Canada, le sport. On veut que les jeunes continuent. Mais on arrive, puis il y a un déclin aussi de participation. Les Jeux olympiques sont de moins en moins populaires à la télévision comme pour les participants. Puis on se demande pourquoi, mais je trouve ça
complètement injuste aussi. Là. On peut pas nécessairement comparer avec le sport professionnel, mais les montants... tu sais, nous, on se réveille à 29 ans, puis on a un salaire de base. Là, si on n'a pas de commanditaire, c'est un salaire dans la très basse moyenne. Puis c'est des sacrifices de vie personnelle, de vie sociale. Absolument. On travaille pas. En même temps, on n'a pas le temps. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps à l'école non plus. Puis là, on se réveille, on a 29 ans, mais qu'est-ce qui nous reste? Et c'est tellement exigeant, tellement d'efforts, comme on l'a dit beaucoup, tellement de travail. Puis on représente une province, on représente un pays à la scène internationale. Puis je trouve pas que la reconnaissance au bout équivaut le travail qui a été mis dans ces médailles-là, ou non, dans le sport en général, tu sais. Nadine, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, parce qu'on voit les réactions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que tu as quelque chose à dire, mais je me mets à ta place que ta fille, tu le dis, elle a 9 commanditaires, que tu disais. Tu sais, il y a des commanditaires majeurs là-dedans. Tu sais, Oui. tu l'as dit, Visa, Gatorade, IGA, c'est des Toyota qui étaient là. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Bell, Air Canada, Bell. Ce que je veux dire, c'est oui. toi, tu vois également les autres parents des autres athlètes. Oui, oui. Y a-tu, je veux pas parler de jalousie, mais tu te sens-tu des fois, on sait bien, c'est la mère de Aurélie puis sa fille, ça existe-tu? Bien, pas là, pas à ce niveau-là, dans le sens que je les côtoie pas tant que ça, les parents, c'est ce que je veux Ouais. dire. On l'a senti au début, pas OK. moins que ça. Ah oui, OK. Oui. Sauf que, comme j'ai toujours dit, quand ma fille a été brevetée, le mot d'ordre, c'était bravo, tu sais, je suis vraiment fière de toi, ça va aider, tout ça. Mais tu discutes pas de ça avec les autres à la piscine, qui OK. peut-être ne le sont pas. Fait qu'on a toujours été très discret là-dessus, jusqu'à temps qu'on soit obligé de le flasher partout, parce que c'est ce qu'ils demandent. Les commanditaires, ils demandent de la visibilité, mais c'est pas un sujet... C'est tabou. Ouais. Ben, Mais on c'est pas discute tabou, mais pas moi, de ça, mais avec elle, je lui dis, t'es excessivement... Je sais que c'est pas un privilège. Ouais. J'allais dire, je n'aime pas le mot privilégié. Sauf que c'est une des rares qui est comme... Mais- Même dans les Olympiennes qu'elle connaît, les Olympiens, c'est une de celles qui est vraiment... Ben, elle fait plus extra d'argent que commanditée. bien des Que Olympiens beaucoup qu'on... de monde. Oui. Mais la différence, le privilège vient que il n'y a pas beaucoup, tu sais, il y a pas beaucoup d'athlètes paralympiques surtout qui ont accès à ces commandites-là. Puis c'est là où je me dis qu'il y a un travail à faire. Tu sais, il y aurait moyen d'en commanditer beaucoup plus. Il y en a plein qui le méritent, puis qui n'ont pas accès à ça de par... Des fois, c'est juste une question de timing, une question de branding. Tu sais, je trouve que les critères sont un petit peu trop pointilleux. Là où j'aime pas le mot privilège, c'est que même juste pour avoir ces commanditaires-là, là, j'en ai fait des cocktails de serrage de main puis des trucs. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup. J'ai été le plus one de Ben à le suivre partout, tu sais, pour essayer de rencontrer des gens. Puis fil en aiguille, ça l'a payé. Tu sais, au bout de 6 ans, j'ai pas eu de commanditaire pendant 7 ans. Donc, j'aime pas ça quand les gens disent que c'est un privilège. c'est ça, hein. c'est Je me suis surpris, Mais- hein, en passant. Non, c'est ça, mais parce que ça n'en est pas un nécessairement. Par contre, ce qui est injuste au sein de la communauté sportive paralympique surtout, c'est le manque d'accessibilité à ces commanditaires-là. Mais dans le fond, ton point, là, puis je sais que tu as une question, là, c'est que souvent, des commanditaires majeurs vont vouloir s'associer à des champions. Oui, c'est c'est ça, elle qui exactement. gagne, on va s'associer avec. Mais il y en a d'autres qui ont des belles histoires. C'est ça que tu veux Ça dire change aussi? de plus en plus. Tu sais, de plus en plus, les commanditaires s'associent avec les histoires, avec les personnes, beaucoup plus que les résultats. Clairement, il faut les médailles, je pense, pour se démarquer au début. Mais moi, il y a plusieurs commanditaires je pourrais gagner 0 médaille, puis ils me garderaient quand même juste parce qu'on a connecté vraiment sur le message de l'entreprise et mon histoire, mes valeurs. Et ça, c'est de plus en plus. Même entre Tokyo et Paris, j'ai vu la différence. Air Canada, en 2016, j'étais la seule paralympienne. Là, on était 4-5 déjà. Donc, tu sais, ça s'améliore. Le monde des affaires recherche de plus en plus des personnes avec qui connecter au niveau des valeurs puis de leur histoire que seulement des champions, tu sais, des performances. Fait que ça, c'est une bonne Enfin. nouvelle. Exact, c'est une bonne nouvelle. Mais à petit Mais pas. ça commence, c'est ça. Tu sais, il faut... Il faut que tu en parles, c'est avec des gens qui vont Faut en en parler. par- Il faut faut en avoir parler, peur de... puis faut pas avoir peur d'en puis parler. je suis extrêmement reconnaissante de mes commanditaires. Ils sont tellement... Tu sais, je les adore, puis on a une belle relation de travail aussi. Mais au niveau public, je trouve qu'il y a beaucoup de chemin à faire aussi, là. C'est pas normal, là, tu sais, que notre montant mensuel soit plus bas qu'un loyer à Montréal. Mais tu sais, non, ça marche je veux dire. Puis en plus, les athlètes sont obligés de déménager dans les villes
plus centrales, Montréal, Toronto, Québec, Calgary, parce que c'est là que les installations sont. Pas demander de faire des sacrifices comme ça quand on n'a pas les moyens, bref. Ouais. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire quand Tu sais, même. j'ouvre une aparté, puis j'oublie leur nom. Je suis désolé, mais André va mettre la photo à l'écran en ce moment. Je loue des glaces des fois le matin, de même avec un entraîneur, avec ma fille à Sainte-Julie. Je pense que tu en as déjà parlé. Et à un moment donné, je me revire, puis il y a un petit chien qui se promène. Et les champions du monde de patinage artistique s'entraînent à Sainte-Julie. Mais il est 7h15 le matin, puis ils sont à côté de la cafétéria qui est fermée dans l'eau du corridor, puis ils font leur course là, puis ils font, avant d'embarquer sur la glace, ils répètent en souliers à côté d'une cantine dans un aréna de Sainte-Julie. C'est fou, ils sont champions du monde. Je suis désolé, là, mais Un voyons peu donc. maudit. Ben, c'est parce que ça va à contresens avec le message qu'on essaie d'envoyer au Exactement. Québec. Puis ils sont très heureux, c'est pas ça le point, mais je me dis, Non, voir non, que... ouais. Tu sais, en tout cas, il y a 3 couleurs là-dessus. Ouais. Laquelle pour toi? Puis ça peut être la bronze en passant. Puis Ça je peut être reviens la sur la bronze. fameuse entrevue qui disait j'ai vu l'émotion, puis je t'ai entendu dire je pouvais pas contrôler le temps de mes adversaires. Laquelle de ces 3 médailles-là te donne la plus grande satisfaction? Mais pour être 100%, si je les place en ordre, c'est que la médaille de bronze, honnêtement, c'est une course que je pense que c'est le meilleur que j'aurais pu faire. J'aurais pas pu. Les 2 autres filles qui ont battu le record du monde, ils le méritent, puis je suis contente. Et la médaille de bronze m'a satisfaite. La médaille d'or, c'est la course plus que la médaille qui me rend fière. Plus que la médaille d'or. Tu sais, de par le parcours que j'ai eu avec le 400 mètres, c'est ma course depuis 2012, puis je l'ai gagnée en 2016-2020. De la remporter année après année, c'est un véritable défi. C'est ce que je réalise en vieillissant dans le sport, de tout le temps trouver une façon de repousser les gens. Ouais, là. C'est pas la même chose que de chasser quelqu'un, tu sais, qui est en avant. Puis aussi, là, je l'ai dit 1000 fois, mais la crise de panique que j'ai eue il y a 2 ans aussi, Ouais. ça a fait en sorte que j'ai dû recommencer à zéro mon entraînement. J'ai dû défaire les patterns de mon cerveau, les habitudes que j'avais d'entraînement et recommencer à zéro. Et les gens ne me croient pas, mais tu sais, c'est vrai que je ne savais plus comment C'est être vraiment dans ça, l'eau. ouais. Il y a eu une déconnexion totale où le lendemain, mon médecin me tenait dans l'eau parce que je n'étais plus capable, je ne savais plus comment. J'ai dû réapprendre. Ça a été une réhabilitation. Les 3 jours qui ont suivi, on me poussait dans l'eau parce que mon corps ne me laissait pas y aller, parce que pour lui, c'était danger. Là. Et ça m'a duré, ça m'a suivi jusqu'à la veille, là, dans le sens, ça a été un doute, une crainte, puis vraiment c'est des étape par étape, là, des petits pas à chaque année, là, Ta chaque tape année, dans à l'eau, chaque vous le dites semaine. beaucoup, hein? Quand je te vois te Ah, taper ouais. dans l'eau, là, ça... Mais c'est, mon Dieu, c'est chargé. Là, c'est Nadine, je veux chargé t'entendre d'émotions. là-dessus, moi, les appréhensions par Non, rapport à tu cette veux médaille. pas. Oui, je veux t'entendre. Tout le monde veut t'entendre. Est-ce Ils qu'il vont faut aller dire, chercher les Kleenex, Nadine? ils vont dire la maman comment. La maman, si je recule, le crash, là, elle l'a vu en direct sur Internet. Puis après, tu n'as pas de nouvelles. ça, ou Moi, tu sais, tu regardes ta fille, puis ta voix arrêtée. Hey, ça fait mal ici. Puis avant que tu aies des nouvelles, là, il se passe un petit temps. Ce qui fait que Charlotte et moi, on n'était pas assises ensemble, mais tout ce qu'on se textait, c'était « j'ai mal au cœur, je pense que je vais vomir, je peux pas regarder ». Ça va pas. Ah, ça, c'était un travail pour moi. Je pense que c'est pire que pour elle qui nage. Ben, dans le sûrement, sens qu'elle parce que a t'as une... aucun contrôle. C'est Ouais, ça. Mais moi, puis étonnamment, là, demandez-moi pas d'expliquer ça, mais je me disais, je savais qu'elle était moyennement fière des autres résultats, mais je me disais, parce qu'à un moment donné, tu as viré 5e, 5e. 3e le plus bas. Je me disais, c'est impossible qu'elle laisse aller cette médaille-là. Je sais pas pourquoi. Ce qui fait que j'étais pas... Tu sais, je regardais comme ça. Des fois, je regarde à terre, je regarde la face de mon mari. Je sais plus où regarder, je sais plus où me garrocher. Mais j'étais incapable de pas regarder. Fait que je regardais des petits bouts, puis là, je la voyais. Puis là, à un moment donné, j'étais plus sûre. Mon Dieu, es-tu dernière? Ça se peut... Impossible. Fait qu'il y a quelque chose en moi qui pensait que c'était impossible qu'elle laisse aller cette position-là. Fait que quand je tremblais, là, je pense que ça a duré 20 minutes. Puis c'est pas moi qui étais en bas, j'étais trop loin. Fait que c'est ma belle-sœur qui l'a accueilli, qui m'a Quelle force remplacée. mentale. Oui. Ben bravo. Hey. Ben, merci. Puis, JP, tu vas accepter que je prenne 5 secondes de plus de ton temps. Là, il est là, on le voit pas, mais fallait que je te pose la question. Puis, si tu l'aimes pas, ça vient de François. OK. Mais regarde aussi, tu t'en vas avec ça. On se connaît bien. Avant de
Non, ça n'avait pas rapport avec toi. C'est ça. Avant d'écouter ta finale ou des choses comme ça, nous, parce que François et moi, on prenait des photos, on était plugués sur CBC Jam ou peu importe, on regardait ouais. les finales. Et il y avait d'autres finales avant. Puis les gens vont comprendre qu'en paralympique, il y a plusieurs niveaux, right? Donc toi, tu es dans le niveau le plus haut, mais des niveaux un peu en bas. Et je regardais des athlètes qui arrivaient en chaise roulante, je me disais, ça se fera pas, ils vont... Est-ce que des fois, toi, tu te promènes en arrière puis tu regardes des athlètes, tu fais comme, wow, t'es impressionné parce que tu dis, ça se fera pas, ils seront pas capables de nager pendant tout ce temps-là? Oui. Parce que. C'est incroyable. Mais, premièrement, ma connaissance des Paralympiques. Pas de bras, je me dis, il va se noyer. Et moi, c'est la première réaction que j'ai dit, voyons. Tu sais, comme ça a été une course qui a été reprise par plusieurs médias internationaux, mais les Chinois pas de bras qui nagent plus vite que moi. Ils n'ont aucun bras, tu sais, puis qui se bombent la tête. Mais c'est ça que j'aime des parents, c'est que c'est tellement imprévisible d'une certaine façon où ça donne lieu à des histoires comme ça, à des résultats où même moi, qui fait partie de ce mouvement, je suis pas capable d'en revenir. Tu sais, ma connaissance des Paralympiques, au début, quand je suis arrivée sur le bord de la piscine, c'était une personne en chaise roulante puis une personne qui manque un bras. Mais finalement, mon Dieu, c'est tellement vaste, il y a tellement de diversité. Ça ouvre les Puis, puis tu peux regarder la personne et tu te demandes, mon Dieu, comment ils font, mais C'est une machine. naturellement, le corps s'habitue. Tu sais, moi aussi, c'est une question que j'ai beaucoup de comment tu fais pour nager droit, puis... Mais je sais pas, moi, c'est mon corps qui s'est habitué. T'as appris à nager comme ça aussi, c'est on va ça, se le donc dire. tout le monde... Tu sais, l'Américaine qui voulait me battre aux 400 mètres, justement, elle a eu une attaque de requin l'année d'avant. Puis elle a toujours eu 2 jambes, puis ça faisait 1 an qu'elle a pas de jambes, mais elle s'est habituée toute seule. Donc le corps est quand même fascinant, c'est la conclusion que j'ai. Puis c'est des gens qui ont des handicaps plus lourds que le mien et qui nous clenchent toute la gang aussi, tu sais, donc... Ça, on se les dit souvent. Des c'est fois, ça qui est drôle, c'est les histoires aussi les des histoires, gens. mais même les performances, tu sais, mettons S1, on s'entend, Ouais. là, c'est hypothéqué. Là. Il y en a... Juste pour préciser, il y a 10 catégories, puis plus le numéro descend, plus c'est un handicap Plus c'est important. handicapé. Moi, je suis 10, là, donc je Fait- suis vraiment la moins pire. Tu sais, au début, tu peux te dire, ah, mon Dieu, c'est long à regarder, tu sais. Puis après, tu t'arrêtes, puis tu te dis, ils sont quand même meilleurs que toutes nous autres ici, là. Ben, définitivement. Absolument. Il y en a... Je termine là-dessus, Je veux Nadine, dire. ma fille fait du track, puis à un moment donné, il y en a toujours un ou une à la qui est peut-être 500 mètres en arrière. Puis là, à un moment donné, mon ami qui est le coach de Victoria, il dit, ah ouais? Vas-y. Il dit, Oui. il clencherait déjà pas mal. Tu serais en Exactement, arrière de c'est toi. ça. Fait qu'on est qui, tu sais? Ouais. On a Hey. juste à saluer ça. Les filles, merci Hey, beaucoup. merci. Honnêtement, pour starter l'émission, là, c'est assez extraordinaire. Je sais pas si tu étais préparé, JP, mais tu as du travail à faire pour le prochain bloc. Et il sait, il est crampé. Quelle belle histoire. En fait, je sais que vous êtes mère et fille, mais on voit la connexion. Salutations à ta sœur également, à Ben, tous les autres membres de la famille, parce qu'il n'y a pas juste vous deux derrière ça, il y a la famille. Non. On vous avait reçu les deux il y a 7 ans, donc Ouais. on était dû. Donc, merci C'est vrai. Nadine d'avoir accepté aussi. Puis fait profitez-en, plaisir. on reparlera de Los Angeles plus tard. On s'en fout. Je reviendrai. Enjoy. Voilà. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, ça te tente de parler de football? Ben, toujours. Ça avec, on part toujours la saison avec lui. Ouais. Là, il est numéro 2 cette semaine, mais il a compris. Puis il est Ah, il très a compris, content il est d'être même là. arrivé avant pour voir Aurélie. C'est vrai. On parle des géants, on parle de division, on parle de football. Jean-Philippe Bégin est là au retour. Bougez pas. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Nous sommes de retour à Sport Express et François, ce sera le prochain 20 minutes. Alors, Oui. pas de pause sur ce segment-là. Ça va avec, être un bon 20 minutes. Exactement, avec notre ami Jean-Philippe Bégin qui est avec nous. Salut. Salut, Salut, boys. JP. Content d'être là. Ben, nous autres, Content aussi, que tu sois là. contents que tu sois là. La parce que tradition c'est- se poursuit. C'est ce que 100%. j'allais dire. Là, Ouais. on a rajouté, Aurélie, à ça. J'ouvre une aparté. C'est quand même venu te chercher. Il y a quand même des Ouais. moments de l'entrevue qui sont venus te chercher parce que, à un égard qui est quand même aussi gros pour eux, là. C'est les Olympiques pour Aurélie, mais de jouer Division 1, d'aller universitaire pour ces gars-là, donc il y a une pression. Comment tu vis ça? Parce que je l'ai toujours dit, moi, ma fille joue dans le 3 au hockey, puis je me dis qu'ils se mettent une pression Ouais. qui est trop grosse.
comment tu gères? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais en 2024, c'est tellement un sujet important. Tu dois le vivre. C'est les résultats scolaires, c'est le fait de passer au niveau universitaire. Tu n'es pas juste coach de foot, là, on va se le dire. Oui, on est plus que ça, c'est certain. On vit dans un monde où je pense que les attentes prennent beaucoup de place. Le mot engagement veut dire beaucoup, des fois très peu. Dans un sport d'équipe, c'est de réussir à faire en sorte que, tu sais, est-ce que mon engagement est le même que celui à côté de moi? Quand tu arrives au niveau collégial, Division 1, probablement que justement les attentes pour tout le monde sont quand même assez élevées, puis il y a un standard qui est là pour tous les étudiants en clé. Puis là, ben vient justement la fameuse anxiété de performance de faire en sorte que c'est normal qu'il y ait une journée où ça va pas bien. Puis c'est pas nécessairement à cause du football ou ça peut être en lien avec n'importe quoi autour. Puis de là, l'importance du lien qu'on développe avec ces étudiants athlètes-là. C'est pas... tantôt, j'utilisais le mot avec Aurélie, c'est pas jouer sur une ligne, c'est dans une zone avec eux, mais justement une zone de confiance où ils n'ont pas peur de venir te voir pour leur dire aujourd'hui, ça va pas bien. Il y en a pour qui c'est beaucoup d'orgueil, d'aller franchir ou d'aller dans cette zone-là. Puis je pense qu'au fur et à mesure de leur carrière au niveau collégial, c'est de faire en sorte que c'est d'accepter que c'est normal qu'il y a une journée que ça va moins bien, puis de vivre avec les fameuses attentes puis le fameux standard aussi. T'es-tu reconnu dans... Tu sais, vous avez juste 4 ans de différence, toi puis Aurélie. Tu sais, quand t'as parlé que de consulter, là, t'avais l'air d'un loser avant. Tu sais, tu voulais pas faire ça, un psychologue sportif. T'as quand même joué universitaire québécois, tu sais, pour le Rouge et Or. T'as joué du gros football. C'était-tu de même dans ton temps que si ça allait pas, jamais t'aurais voulu avoir l'air du gars qui va consulter? Ça existait pas. C'est ça, hein? C'était pas quelque chose qui était discuté. C'était même pas une option, hein? Moi, honnêtement, j'enlève absolument rien à l'Université Laval. J'ai vécu des belles années là-bas. Puis je pense que le coaching staff qui était en place faisait du mieux qu'il pouvait pour nous amener à un autre niveau. T'sais. Mais on touchait à peine à la prévention de blessures, à du yoga en 2015, alors qu'aujourd'hui, c'est comme... C'est un standard, c'est un no-brainer de faire en sorte que tu prends soin de toi. Puis là, on parlait de niveau physique, en 2014-2015. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'en parlait pas. Puis, tu sais, je pense que dans un sport où il y a autant d'orgueil puis de masculinité au football que, tu sais, c'est jamais tu vas accepter. Tu sais, Étienne Boulay en a parlé ouvertement. Tu sais, je pense que de plus en plus, il y a moins de tabous. Puis, c'est la beauté du sport. Tu sais. Je pense que c'est justement de voir à quel point que le sport fait grandir des personnes, puis justement de vaincre des fois des problèmes. Ben c'est le sport qui fait ça, tu sais. Parce que justement, maintenant, le sport, on donne des outils, tu sais. C'est pas juste d'avoir un sac de ballon et des dossards, c'est qu'est-ce qu'on donne comme encadrement, comme d'apprendre sur toi-même. Fait que ça a beaucoup changé en 10 ans. Tant mieux. Ouais. Puis pour le mieux, j'ai écouté une entrevue avec Michel Bergeron, puis tu sais, il revient sur son background, puis lui, c'est les années 70 dans le hockey, c'est un cirque, on va se le dire. Puis il dit, on n'était pas outillés. J'étais tout seul d'entraîneur. Dans le junior majeur, à Trois-Rivières, j'étais tout seul d'entraîneur. Ça prenait tout pour avoir un entraîneur adjoint. Le gars avait une commotion cérébrale. Il ne savait pas comment gérer ça. Puis dans cette époque-là, ben, comme, mettons, Jacques Demers ou même Pat Burns, qui était policier, tu peux être livreur chez Coke, puis c'est bien correct. Puis coacher le junior B, puis finaliser Canadien de Fredericton, puis Canadien de Montréal, 4 ans plus tard, après avoir livré de la bière chez Molson. Aujourd'hui, on regarde un gars de foot. Même toi, je t'écoutais parler tantôt, puis pour moi, t'es l'image des géants depuis 4 ans, depuis que Soup est parti. Mais j'oublie ton background. Dans ma tête, à moi, t'es un coach de foot, puis je t'entendais parler avec la maman d'Aurélie tantôt, puis Aurélie, c'est quoi ton background? Moi, j'ai étudié à l'université, j'ai un bac en ci, j'ai un bac en ça. D'autres, on voit le gars de foot sur le terrain, mais non, t'es un gars qui a étudié, puis t'es un gars brillant. En fait, j'ai toujours voulu m'impliquer dans le coaching. Mais à la base, c'était les études qui étaient le plus... C'est ça, je veux dire. Oui. J'ai une maman enseignante qui, pour elle, c'était super important d'aller chercher un diplôme qui était important. Ça a toujours été ça, la maison du discours. Puis, justement, dans mes dernières années avec le Rouge et Or, c'était, on ne jouera pas professionnel, il faut se concentrer sur le diplôme. Puis c'est ça qui m'a donné l'ouverture de pouvoir coacher ensuite. Fait que, oui, il y a un parcours en enseignement. Mais depuis 2019, je suis chanceux. Là. Ça fait déjà 6 ans, les gars, que Soup est parti. Déjà? J'ai dit 4. Oui, c'est ça. Ça va vite. Fait que depuis 2019, j'ai l'opportunité, puis je suis extrêmement privilégié de faire ça à temps plein. Puis le cégep vient de me donner une prolongation de 6 ans de plus. Fait que, félicitations! Félicitations! Ouais, je suis vraiment content. Un scoop, ça, ben, c'est pas nécessairement encore discuté, là, mais... le cégep a été avant-gardiste, justement. Je pense que d'avoir un enseignant en place puis de voir qu'est-ce qu'on fait de plus que de coacher au foot,
Fait que, ouais, je suis bien content de pouvoir bravo. rester un petit bout encore. Hey, la saison a commencé, JP, une victoire, 2 défaites. La saison a... Ça avait commencé avec une belle victoire. Oui, ça a commencé avec une victoire, 2 défaites par la suite. Ouais. Parle-nous un peu du début de saison puis de ton alignement cette année. Comment t'aimes ton équipe? Super de belle équipe. En fait, à maturité versus l'an dernier, où on a perdu juste seulement 10 joueurs, là, si je compare 2023-2024. Belle victoire pour commencer la saison contre Vieux-Montréal. Les blessures sont rapidement venues un peu brouiller les cartes là, de notre côté. Ça reste qu'on a une belle équipe. Puis on parlait d'anxiété de performance. Je pense que c'est des gars qui... Ça a été notre discours justement hier après la rencontre contre Limoilou. On a prouvé des belles choses dans nos 2 défaites. T'sais. Puis on a prouvé qu'on est capable du pire quand on se met beaucoup trop de pression, qu'on est capable du meilleur quand on regarde la fin du match contre Limoilou, où on est revenu, on perdait 17-0, puis on est revenu pour perdre 24-21. Je pense qu'on a une belle équipe sur papier, on a une belle équipe sur le terrain. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a une saison régulière. C'est de faire en sorte qu'on progresse de semaine en semaine, de pratique en pratique. La beauté là-dedans, c'est qu'on a un super beau groupe de vétérans, jumelé à un super beau groupe de recrues. Puis comme équipe, je pense que c'est de se donner des attentes une semaine à la fois sans nécessairement voir trop loin. On a un beau test encore ce week-end contre les Cougards de Champagne-Knoxville, qui est une super belle équipe, bien coachée. Maintenant, si on se dit qu'on veut être dans les meilleurs, il faut être capable de donner des matchs à ces équipes-là, puis c'est ça. Ouais. J'ai envie de rentrer un peu dans le fonctionnement d'une équipe de foot. Vous savez, là, je suis un fan des Dolphins. Salutations à Marc Rémillard. Je suis désolé pour tout. Hein. Non, Ça, je m'en dis salutations je à toi également. Non, mais je m'en allais vers là. Dans le sens que, tu sais, vous avez comme plus qu'un corps arrière dans votre équipe, on s'entend là-dessus. Là. Comment ça fonctionne dans les pratiques au niveau des répétitions, au niveau de ta ligne à l'attaque, tu sais, au niveau de tes corps arrière? Quand est-ce que ton corps arrière numéro 2 ou numéro 3 va prendre des répétitions dans une pratique? Pourquoi je m'en vais là? Je reviens sur toi. Ouais. Mon point, je me dis, OK, Skyler Thompson, il a quand même été repêché 6 ou 7e ronde, peu importe, on s'en fout. Mais c'est quand même un corps numéro 2 dans la NFL. Dès que la blessure de Tua est arrivée, je savais que les Dolphins d'un étaient pour perdre. C'était quand même 31-10, là, même si ça avait été 14-14. Je savais qu'ils étaient pour perdre parce que Thompson s'est comme mis à donner la balle, comme s'il n'était pas prêt. Puis les gens disaient, ouais, mais il n'y a pas eu de répétition de la semaine. Comment ça marche? Pour moi, je me dis, Carey Price se blessait, t'envoyais Jake Allen d'un filet, tu disais, au moins, il est capable d'arrêter la rondelle. Pourquoi le QB2, puis là, je parle pas dans ton équipe, a toujours l'air d'un gars qui n'a jamais joué au foot? C'est difficile parce qu'en termes de structure de semaine de pratique, il faut prendre soin de nos joueurs. T'sais. Si on prend l'exemple d'un joueur de ligne qui est peut-être dans une équipe qui a un peu moins de profondeur, exemple, tu as 10 joueurs de ligne, bien, ultimement, si tu as 30, 40 répétitions à chaque pratique pour pratiquer tout le monde autour, bien, ça fait en sorte que ces gars-là, ils ont peut-être joué 2 games dans la semaine avant de jouer la game du samedi. T'sais. Fait qu'au niveau des répétitions, bien, c'est des calculés, de faire en sorte qu'on crée des ratios, de créer des moments où peut-être les gars qui sont de 2e, 3e équipe, bien, ils peuvent se challenger entre eux et d'essayer de gagner un spot dans l'alignement. C'est un défi en soi, puis les plus jeunes doivent apprendre ça. T'sais. Souvent, quand tu es plus vieux, de prendre une rep mentale, comme on va dire, que je suis sur les lignes de côté, je regarde qu'est-ce que le joueur à ma position fait, c'est quoi la décision qu'il va prendre, bien, les plus vieux sont capables de le faire. Les plus jeunes, des fois, bien, c'est de leur apprendre à le faire. La beauté de la chose avec les souvent, JP, excuse-moi de t'interrompre, mais ces jeunes-là qui viennent d'arriver, souvent étaient partants quand ils jouaient. Ils jouaient des deux côtés du ballon, ils ne débarquaient jamais du terrain. Puis là, soudainement, on leur demande de. Ouais, ben là, regarde, prends un genou sur le côté, puis regarde le plus vieux comment il le fait. Puis pas évident, si jamais t'embarques, ben je m'attends à ce que tu le fasses pas mal la même chose. T'sais. Fait que vient l'anxiété de performance, c'est certain. Pour les carrières, la beauté, c'est que tu peux te placer en arrière du carrière en pratique pour exactement faire la progression de lecture, faire les mêmes pas que le carrière ferait. Fait que c'est une position, vu qu'il était un peu plus en retrait, c'est une position où les gars peuvent prendre des répétitions un peu plus physiques. Mais non, c'est un défi. Puis sur 3 jours de pratique, là, mardi, mercredi, jeudi, c'est de gérer le volume pour les blessures, puis de t'assurer de préparer les gars si jamais il arrivait quoi que ce soit le samedi, puis de ne pas te retrouver dans une situation où il n'est pas prêt parce que je ne l'ai pas préparé cette semaine. T'sais. En même temps, le hockey, c'est une longue saison. Vous autres, au foot, tu te blesses à la semaine numéro 2. Vous avez quoi, 10 matchs dans une saison? Oui, on est rendu à 9 matchs. Là, 9? Ouais, c'est ça. On est 8 équipes, puis on joue une fois contre chaque équipe, plus un 8e match, je m'excuse, pour 2 fois contre une équipe, dépendamment du classement. Donc, ça va vite. Tu peux pas te permettre d'avoir une saison avec énormément de joueurs blessés parce que ça peut scraper tout ce que tu as fait pendant un an. Oui, 100%. Ça va vite. Ça va vite. On parlait tantôt avec Aurélie, avant les Jeux, quels sont tes objectifs, Aurélie? T'sais, elle a remporté 3 médailles, mais peut-être que ses objectifs, c'était de performer, de peut-être pas remporter de médaille. Oui, on en veut toujours une. C'est quoi vos objectifs cette année, JP? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs en début de saison?
L'objectif, l'année passée, si on regarde la transition 2022 à 2023 à 2024, 2022, on a une fiche d'une victoire, 8 défaites. Probablement qu'il y a du monde au Québec qui dit Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être qu'il devrait repenser à descendre en Division 2. Vous étiez beaucoup trop fort, d'ailleurs. Oui, bien, ça a été. Il y a eu beaucoup de changements à ces moments-là dans les ligues, là, des équipes qui montaient en D1. Fait qu'il y a eu quand même du roulement, fait qu'il a fait en sorte que, oui, les Géants ont un super beau succès là, au début des années 2010 jusqu'en 2015. Mais, tu sais, 2022, saison très difficile. Puis les attentes en 2023, il y en avait très peu, tu sais, parce que tout le monde voyait Saint-Jean probablement au bas du classement, puis c'était peut-être la dernière saison en D1. Puis probablement que cette mentalité-là, puis cette culture-là qui a été bâtie sur, ben c'est correct, on n'a pas d'attente, puis on va juste se focusser sur un match à la fois, ben c'est un peu devenu de la façon qu'on travaille en Votre marque de 2024 commerce. quand même, tu sais. Ouais. Fait que les gars, c'est une routine. À chaque semaine, on a les images de l'équipe contre qui on va jouer cette semaine-là, tapissant le vestiaire. On focus sur cette chose-là. En termes d'attente, c'est certain qu'on veut faire les séries éliminatoires. Puis rendu là, il y a tellement de parité dans cette ligue-là que on va vouloir faire notre bout de chemin. Mais de se rendre là, c'est déjà un accomplissement en soi. Mais c'est vraiment de focusser sur un match à la fois. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt en termes de préparation mentale. Quand tu penses trop loin, tu focuses sur des choses que tes pieds ne sont pas nécessairement présentement, bien, c'est là nécessairement que tu oublies de focuser sur les bonnes choses. Ouais. Puis là, on veut focuser sur quoi en fin de semaine? C'est Lennoxville. Puis c'est tout. Ouais. Je vais faire du chemin sur ce que tu viens de dire par rapport à Saint-Jean, on sait bien, ils vont retourner en D2. Sentez-vous encore cette année que peut-être que vous êtes moins pris au sérieux ou c'est terminé ce temps-là? Je vais dire moins qu'avant. Je pense que c'est certain qu'en Division 1, il y a des noms classiques qui reviennent comme étant des sommités du football collégial. Je pense qu'on a été chercher un respect qu'on méritait en 2023. Maintenant, c'est pas juste d'avoir l'histoire d'une saison. De la façon qu'on a démontré la victoire contre Montréal, de la façon qu'on a joué contre Limoilou, je pense qu'on démontre que notre place est vraiment en Division 1. Maintenant, c'est de le faire constamment, pas juste une semaine de temps en temps. J'ai pas envie d'avoir les bons du RSEQ qui appellent ici, ça n'a pas rapport. Je veux qu'on parle de recrutement, mais on parle de Division 1, Division 2. Moi, j'ai cette discussion-là avec ma fille en ce moment sur un R4. Elle joue au hockey dans un calibre où il va falloir qu'elle commence à savoir ce que tu veux faire dans la vie, dans quel cégep tu veux aller. Puis pour elle, en ce moment, Division 1, Division 2, elle s'en fout un peu. C'est « Papa, je vais étudier dans tel truc, dans quel cégep je peux aller, puis je me fous un peu de la division. » Au foot, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à faire une refonte parce que les kids commencent à penser de même aussi? Tu sais, à un moment donné, tu as 8 ou 9 équipes dans la Ligue canadienne, puis les odds que tu joues dans la NFL sont encore plus faibles. Est-ce que les gars, de plus en plus, commencent à penser au cégep en fonction de leurs études? Puis s'il y a du foot, 1 ou 2, je vais y aller pareil. Est-ce que tu commences à entendre ça, dire, moi, c'est bien le fun, mais Division 1, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, je vais devenir vétérinaire, puis c'est tel cégep que je vais aller. Ou non, les gars sont encore focus sur le foot? Parce que je sais que les filles commencent à avoir une discussion dans le sens que, on parlait de Limoilou qui sont Division 1, mais pourquoi j'irai à ce cégep-là? Ça ne m'amènera pas à l'université dans quoi je veux étudier. Est-ce que tu commences à le sentir, ça? Je te dirais que c'est pas mal la première question qu'on pose maintenant dans le recrutement. C'est en quoi tu veux étudier? Quelqu'un qui veut étudier dans une technique qu'on n'a pas au cégep de Saint-Jean, je ne commencerai pas à avoir une réorientation de carrière avec lui. Je veux dire, il ne veut pas étudier dans ce qu'on est capable d'offrir. Je veux dire, on l'a pas, la ligue policière à Saint-Jean. En tout cas, pas pour l'instant. Fait que, tu sais, on va devoir orienter notre discours avec les jeunes qui veulent souvent étudier dans des programmes qu'on a, oui. La beauté là-dedans, c'est que je pense qu'en Division 1, on a 8 équipes de Division 1 au Québec. Je pense que tout le monde est capable d'offrir un peu les programmes ou presque. Je pense que le Cégep de Rimouski qui offre, entre autres, au niveau de la navigation, aviation, là, que c'est vraiment spécifique là. Puis il y a des gars ils s'en vont jouer à Rimouski parce que c'est ça qu'ils veulent faire. T'sais. Mais il y a tellement d'offres de services, je pense, de plus en plus dans les cégeps qu'on se retrouve à avoir quand même un beau recrutement en Division 1. Maintenant, la D1, la D2, la D3, pour avoir coaché en Division 2 puis d'en voir du calibre de Division 2, il y a du beau football qui joue dans toutes les divisions au Québec. T'sais. Il y a des joueurs universitaires qui percent, qui viennent de toutes les divisions. Maintenant, c'est à quel point tu vas être confronté au jour le jour à pratiquer contre les meilleurs puis à jouer contre les meilleurs. T'sais. Je pense qu'en termes d'encadrement, il y a un bel encadrement partout. Mais c'est de trouver ton fit. C'est de trouver le cégep, l'environnement, le coach, la valeur, la structure. Mais la première chose, c'est vraiment l'école. Je veux dire, c'est un beau sport, le football, parce que tu dois absolument passer par l'école pour monter les échelons. Ouais. Si tu veux jouer au professionnel, ben tu dois jouer au football universitaire. Puis c'est le même au sud de la frontière, c'est le même ici au Canada. Donc, tant mieux pour ça. Yep.
Dernière fois que tu es venu, on parlait beaucoup de recrutement. Puis tu sais qu'il y a du bon football dans la région, autant scolaire que civil, que vous regardez les joueurs de la région, vous les regardez évoluer. Est-ce que cette année, dans votre recrutement, vous avez réussi à aller chercher quelques joueurs ici de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, je pense que, tu sais, on a 3 gars de Saint-Jean là, qui jouent à Saint-Jean. Sinon, autre que ça, il y a des gars qui venaient de Saint-Jean, mais qui jouaient ailleurs, dans des ligues civiles, oui, dans des écoles privées. La structure à Saint-Jean en soi, dans les bas niveaux, puis je salue Martin Boucher qui fait un job exceptionnel là, comme président de l'Association du football civil à Saint-Jean. C'est des énormes équipes qu'on a en très bas âge qui, ultimement, vont être en mesure de fournir les Oursons de PML ou les Titans de Saint-Jean au niveau civil. Puis je pense que c'est plus qu'un bon encadrement à bas âge, mieux la pyramide est en santé. On parle souvent de la structure à Québec où le football dans la région de Québec est en santé, mais le mini rouge et or a tellement été, pendant longtemps, une initiation parfaite pour le football primaire. Puis ensuite, le football primaire, bien là, c'est le football cadet qui tombait en place. Mais on regarde les équipes collégiales présentement. C'est rempli de joueurs de Québec. Puis les équipes de la région de Québec sont en santé. T'sais. Fait que je pense que si on est capable de reprendre un peu le modèle à Saint-Jean, de mettre du temps, de l'argent dans les plus petits niveaux, bien, ultimement, c'est probablement les Géants de Saint-Jean qui vont en bénéficier. Donc, oui, cette année, on a encore une belle cour de Saint-Jean. C'est à peu près une quinzaine de joueurs de Saint-Jean qu'on a dans l'équipe en tout. Fait qu'on essaie d'en prendre soin. Puis ultimement, ces gars-là, ils vont vouloir recoacher dans leur région. Puis c'est un roue qui tombe. Tout à fait. Yeah. Parle-moi un peu de sécurité. Au hockey, l'année passée, il y a quelqu'un qui a perdu la vie en Europe, en Angleterre, je pense, avec le cache-cou. Et de plus en plus, les joueurs, la Ligue américaine a passé le règlement. Tu es obligé d'avoir le cache-cou. Donc, on va voir de plus en plus de gars, probablement, qui vont jouer dans la Ligue nationale, parce qu'ils ne voudront pas l'enlever. Demidov joue avec un cache-cou. Les gens qui vont regarder Ivan Demidov jouer, il a son cache-cou blanc. Et là, il y a le fameux, je ne sais pas c'est quoi le nom, là, le truc que vous mettez sur les casques, que là, dans la Ligue canadienne, il commence à en avoir en match. Et je pense que c'est un gars du Titan de Tennessee qui, lui, a 2 commotions. Il a dit, gars, vous rirez de moi, mais moi, je vais le mettre aussi. Et j'ai l'impression que vu qu'il y en a un, il va peut-être en avoir 2, il va peut-être en avoir 3. Ils ont changé le règlement au niveau des... c'est plate le règlement, là, mais en tout cas au niveau des bottées après toucher, tout ça. Mais est-ce que dans ta catégorie, à toi, est-ce que tu penses qu'au niveau collégial, ce fameux ce SAID-là, redonne-moi le nom encore? En fait, le nom de la première compagnie qui a fait ça, c'était Guardian Cap. Ça a gardé le nom un peu, mais la star, il y a plein de compagnies qui en font. Mais ça sert à quoi de 1 puis de 2? Est-ce que tu penses qu'on va voir ça? Il reste 1 minute et demie, JP. Rapidement, je pense que c'est un outil à utiliser probablement en pratique plus qu'autre chose pour les... C'est tout ce qui serait blessure aux doigts, aux jointures de quelque chose qui arriverait. Exact. Okay. Ça reste que c'est vraiment quelque chose que tu mets par-dessus ton casque et que tu attaches. Donc, au niveau des velcro, des fois, ça peut briser de comment ça tient. Je pense que c'est de plus en plus connu. Est-ce qu'on va le voir de plus en plus? Oui. Encore une fois, c'est des coûts. C'est des énormes coûts. Si tu veux habiller des capuches pour 80 joueurs, bien, c'est beaucoup d'argent à sortir. Donc, des fois, c'est peut-être pour sauver un peu d'argent, on pratique différemment. Mais je pense que c'est une question de temps avant qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui touchent à ça. Il y a peut-être un effet placebo là-dedans. Je pense que l'Université de Nutford a fait des études là-dessus. Le sport change, les cas changent. Change pour le mieux. On va en parler avec Aurélie tantôt qu'au niveau, le sport a changé, les mentalités ont changé, puis c'est correct pour le foot parce que c'est tellement un gros sport. Il fallait arrêter au niveau des commotions. Là, c'est pas tout le monde qui va terminer comme Tua, par exemple. JP, bonne saison. Merci d'être venu nous voir encore. Merci beaucoup, les boys. On va te suivre, ça c'est sûr et certain. Prochain match à domicile? Samedi, 19h30, Stade Alphonse Desjardins. Voilà. Allez voir ça, l'ambiance, c'est incroyable. Je sais, c'est un des plus beaux stades de la Ligue. By far, un des plus beaux au Québec. On s'arrête le temps d'une courte pause et il y a plein de choses qui ont changé, le décor et tout ça. François et moi, on n'a pas changé. Nos invités sont toujours là, mais ça a l'air que ça non plus, ça n'a pas changé. On parle de NASCAR rapidement en retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, le moment que j'attendais, il y avait du NASCAR. Hey, je vais être très honnête avec toi. Je vais peut-être recommencer à écouter le NASCAR un petit peu. Oui. Tu sais, des fois, j'ai l'air absolument. innocent. Même, on écoute des fois les courses, on texte Richard.
Pas que j'ai pas pensé à Richard de l'été, c'est un peu ça, mais... Pas pensé au NASCAR. Pas en tout. Moi non plus. Honnêtement. Donc, c'était le go... C'était le Go Bowling at the Glen Ouais. Race. Je pense m'oublier mes lunettes. Si je oublie, je pourrais On pas l'aime, lire. celle-là. Exact. Donc, c'est Chris Buescher qui a terminé premier. Et boy! Vas-y. Shane Van Gisbergen. Bien, Shane Van Gisbergen. bien quoi déjà? Lui, c'est une bière? Non, mais en tout cas, bien connu dans sa famille. Il reste 5 secondes. Carson Osever. Coudon, ça sort de où, ça, Richard? Puis Rush Tustin et Zane Smith qui complètent le top 5. Bristol la semaine prochaine, ça c'est le fun. Merci François. Merci tout le monde. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Là, je regarde où, là? Celle-là. Bye bye.